je pars d'un point de départ, d'une question. C'est que quand on regarde, les débats politiques dans les pays voisins, dans les pays européens voisins, la question ville-campagne se pose beaucoup moins qu'en France. C'est-à-dire que vous prenez l'Allemagne, par exemple, le débat c'est Est-Ouest. Vous prenez l'Italie, c'est Italie du Nord versus Italie du Sud. Vous prenez l'Angleterre c'est Londres contre le reste du... Enfin, contre, vis-à-vis du reste du territoire. En France, bien sûr, on râle contre Paris. En fait, en réalité, on râle à toutes les échelles, parce que à Montpellier, on râle contre Paris, à Béziers, on râle contre Montpellier, non, la métropole qui avale tout, puis quand on est autour de Béziers, on râle contre Béziers, parce que déjà fait bon. Et ainsi de suite en cascade. Je sais, vous voyez, dans le village où j'habite, au sud de la Haute-Garonne, on a été incorporé dans une communauté de communes qui fait plus de 100 communes, avec comme chef-lieu le chef-lieu d'arrondissement, qui est devenu tout d'un coup le monstre métropolitain qui nous menace et qui nous écrase tous. Donc on est dans ce système quand même, si j'ose dire, de tension en cascade, mais avec ce grand clivage, ou en tout cas cette grande distinction rural-urbain qu'on ne retrouve pas au même titre dans les pays voisins. Donc je pars de cette question-là et je me dis pourquoi. Alors, pourquoi? D'une certaine manière, je pourrais m'arrêter là, parce que quand on regarde cette carte-là, on comprend tout de suite pourquoi. Alors, ça c'est la carte donc, dite de la pollution lumineuse, c'est-à-dire l'Europe vue la nuit, mais qui nous permet évidemment de voir ce que c'est que les densités, puisque plus c'est éclairé, plus il y a de monde. Alors, vous voyez on voit bien la spécificité de la France par rapport à, d'un côté, l'Espagne, et d'autre part, par rapport à ce qu'on a appelé autrefois, vous voyez, cette dorsale européenne, là, ce qu'on appelait la banane bleue à une époque, etc., qui va de Londres jusqu'au nord de l'Italie, en passant par les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne, le centre de l'Allemagne, etc. Vous avez ici un espace qui est hyper dense, dans lequel, en réalité, l'espace rural a été très largement accaparé, d'une certaine façon, par les villes, et dans lequel, finalement, les campagnes ont été, historiquement et politiquement même, intégrées dans les villes. Ce sont des territoires dans lesquels, partout, il y a eu des réformes municipales extrêmement importantes dans les années 1970, où on est passé d'un nombre de communes qui était à peu près équivalent au nôtre à un nombre de communes qui oscille entre 8 000 en Italie, 14 000 15 000 en Allemagne, et là l'Angleterre, championne du monde, 450. Alors ça ne s'appelle pas des communes, d'ailleurs c'est des entités de gouvernement locaux, ça n'a pas la même statut, la même valeur que les communes chez nous. Et donc, on comprend d'une certaine manière, vu ce régime de densité, que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous faites de la fusion de communes comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites disparaître politiquement l'espace rural, d'une certaine façon. Puisqu'en gros, vous constituez des grandes communes autour d'une ville-centre. Donc, par exemple, quand on dit la commune de... Quand on parle de la commune de Florence, ici, en réalité, c'est pas la ville de Florence, c'est quasiment une moitié de département qui est l'espace politique qui s'appelle Florence, et qui n'est pas, qui donc a incorporé toute une série d'espaces ruraux, et c'est même plus grand que nos intercommunalités, ou en tout cas que la plupart de nos intercommunalités. On peut comprendre qu'on puisse faire ça dans un espace de ce type, dans la mesure où, vous voyez, il y a une extraordinaire imbrication entre les espaces urbains et les espaces ruraux, et en réalité, les espaces ruraux sont devenus des espaces interstitiels par rapport à un système d'urbanisation qui s'est étendu et qui est extrêmement dense. Ici, on est sur des densités, vous voyez, en moyenne à l'échelle des pays, de l'ordre de 200 habitants au kilomètre carré. En France, on est à 100 habitants au kilomètre carré, soit 2 fois moins. Vous prenez à l'opposé l'Espagne. L'Espagne, c'est très intéressant parce que vous avez des grosses taches lumineuses
la péninsule ibérique, et puis vous avez du désert. Donc des espaces dont on ne peut même pas dire qu'ils soient ruraux, mais dont la caractéristique principale, c'est le vide. C'est plutôt le vide. La France occupe une situation exactement intermédiaire entre ces deux territoires, ces deux types de territoires. Une faible densité, on voit bien, pas mal d'espaces assez peu peuplés, mais quand même, on voit qu'il y a du monde partout. Et donc, cette question, elle est, je pense, centrale pour comprendre la problématique du rapport urbain-rural en France. C'est que ici, dans des territoires comme ça, vous pouvez administrer assez facilement le territoire à partir de 1000-2000 grosses municipalités qui organisent le territoire du fait de cette densité. Pour vous donner un exemple, en Allemagne, il y a à peu près le même nombre d'élèves d'âge scolaire qu'en France, c'est-à-dire 11 millions. Mais pour enseigner à ces élèves, les Allemands ont besoin de 2 fois moins de bâtiments scolaires que nous. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont plus vertueux, c'est parce qu'ils sont plus denses. Nous avons une population qui est beaucoup plus dispersée, et donc nous devons investir beaucoup plus collectivement dans la présence des services collectifs et la répartition des services collectifs dans le paysage. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que la France a cette figure-là? Pourquoi elle n'est pas comme ça? Et pourquoi elle n'est pas comme ça? Alors vous allez me dire, parce que c'est comme ça. Eh bien, oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce comme ça? Eh bien, il se trouve que c'est d'autant plus bizarre que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la France était le pays le plus peuplé d'Europe. Et donc, il y avait une des densités les plus fortes. Et curieusement, après la Révolution française, le pays, les Français, entrent dans ce qu'on appelle une transition démographique, c'est-à-dire ils arrêtent de faire des bébés, enfin très peu. Et pendant ce temps-là, tous les autres pays voisins, enfin sauf l'Espagne, eux, au contraire, entrent dans une phase d'explosion des naissances, une espèce de baby-boom avant la lettre, tout au long du XIXe siècle, ce qui fait que la France, qui avait 28 millions d'habitants à la fin du XVIIIe siècle, se retrouve avec 35 millions d'habitants à peu près, à la fin du XIXe siècle, et donc se retrouve dépassé en population par l'Italie, par l'Allemagne et par l'Angleterre. Alors, bon, vous me direz, bon, au fond, que les Français fassent moins de bébés à la fin du XVIIIe siècle, c'est pas si grave que ça. Non, c'est pas grave, c'est d'autant moins grave que du coup, eh bien, on était bien à la campagne, si vous voulez. Au sens où il n'y avait pas d'enjeu de surpopulation. Ce qui s'est passé en Angleterre, en Allemagne et en Italie, c'est que ce baby-boom qui a connu tout le pays a créé de la surpopulation rurale, et donc ça a entraîné de l'exode rural. En France, l'exode rural est extrêmement tardif, contrairement à tout ce qu'on nous dit. Il y a véritablement l'exode rural qu'à partir de l'après-deuxième guerre mondiale. Alors, j'ai mis là des camemberts qui racontent ça. Le Royaume-Uni est pratiquement à égalité, population urbaine par population rurale, en 1850. À cette époque-là, la France, 74% de population rurale, 26% de population urbaine. L'Allemagne est encore assez rurale, mais déjà pas mal urbaine. Les États-Unis, bon. 1914, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, 80% de la population anglaise est urbaine. Moins de 50% en France, 44%. Vous voyez la lenteur. En fait, les gens sont bien à la campagne. Et du coup, ils vont pas en ville. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça, mais c'est extrêmement important. Et l'Allemagne, elle, d'une certaine façon, a rattrapé son retard, entre guillemets, sur le Royaume-Uni, à la veille de la Première Guerre mondiale, se retrouve à 60% de population urbaine, et les Américains se sont urbanisés beaucoup plus vite que les Français, en voyant de là où ils partaient à la fin au milieu du XIXe siècle. Donc ça, c'est un premier enseignement qui fait que le rural a une importance particulière chez nous, c'est que nous sommes
collectivement restés longtemps très ruraux. Beaucoup plus longtemps ruraux, en tout cas beaucoup plus longtemps majoritairement ruraux, que la plupart de nos pays voisins. Alors ça a plein de conséquences. La première conséquence, c'est le régime d'industrialisation, la révolution industrielle qui s'est produite entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle. En Angleterre, ça donne ça. Alors j'ai pris l'exemple de Sheffield et de Thiers parce que ce sont deux villes qui, comme on dit, sont spécialisées dans la production d'instruments tranchants en métal. Enfin, c'est la nomenclature de l'INSEE. Ça veut dire des couteaux, je pense. Mais... non, mais ça veut dire aussi des pelles, enfin des râteaux, enfin toute une série de trucs. Alors, voilà, Sheffield, c'est ça. Centre manufacturier d'objets tranchants en métal en Angleterre. Et Thiers, centre manufacturier d'objets tranchants en France, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, on est à peu près à la même époque, hein, d'un côté on a une image de la ville industrielle, je veux dire dans toute sa caricature d'une certaine manière, avec les cheminées qui fument, les grandes fabriques, etc. Et de l'autre, on a un paysage rural absolument idyllique, d'une petite ville qui est, vous voyez, étirée le long de sa rivière. Et bien voilà, c'est d'une certaine manière, ça résume en grande partie l'histoire industrielle, c'est très caricatural ce que je viens de dire, hein, mais enfin, faites-moi confiance, dans la caricature en tout cas, ça résume en partie ce parallélisme de l'histoire industrielle anglaise. On pourrait trouver des villes allemandes aussi qui ressemblent à ça, ou même des villes italiennes qui ont assez tôt démarré aussi cette fonction industrielle. L'industrie, compte tenu du peuplement français, elle s'est beaucoup développée à la campagne, et beaucoup plus à la campagne, d'une certaine manière, que dans les grandes villes. En fait, en France, si l'on accepte Lyon, au XIXe siècle, vous n'avez pas, ou très peu, de grandes villes industrielles. Si vous avez Lyon, vous avez Roubaix. Mais vous allez chercher, vous ne trouverez jamais Manchester, vous ne trouverez jamais Liverpool, ni Sheffield, ni Birmingham, etc., etc. Encore une fois, pourquoi? Parce que les gens étaient à la campagne, et que du coup, c'est là où il y avait de la main-d'œuvre. Les gens étaient bien, ils ne voulaient pas bouger. Il y a un exemple quand même qui est tout à fait frappant. L'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie ont été des gros fournisseurs d'émigration. Ce sont eux qui ont peuplé les États-Unis. Les Français, quand on a voulu, au XVIIIe siècle, coloniser le Canada, enfin au XVIe siècle d'abord, et puis surtout la Louisiane au Canada, bon, vous avez tous lu Manon Lescaut, enfin pas moi, mais on y envoie les prostituées et les forçats, parce que les gens ne voulaient pas y aller, ils ne voulaient pas bouger, ils étaient bien. Donc la France est un pays, historiquement, dans lequel le poids de la population rurale est aussi, d'une certaine manière, une tradition de sédentarité, d'être chez soi. Et avec cette différence fondamentale, si vous voulez, où là, on est dans une logique de concentration avec de l'industrie fonctionnant sur la machine à vapeur et les matériaux fossiles. Ici, c'est intéressant à noter, on est peut-être précurseur de ce point de vue-là, quelle est la force motrice? C'est la rivière, c'est la force hydraulique. Ce qui explique aussi d'ailleurs l'installation souvent des industries dans les petites villes ou à la campagne pour utiliser cette force motrice. Confère par exemple, moi qui suis ariégeois d'origine, toutes ces petites villes, des ouvertures, des débouchés de vallées des Pyrénées, qui étaient des petites villes industrielles qui fonctionnaient effectivement sur l'énergie hydraulique, le bois, etc., qui provenaient directement du territoire. Alors, la conséquence de ça, donc premièrement, exode rural très tardif. Donc vous avez vu, hein, l'Angleterre, 80% de la population anglaise est urbaine en 1914. En France, il faut attendre 1970 pour que 80% de la population soit urbaine. Donc la mémoire de l'espace rural, on le dit souvent en France, hein, mais la mémoire de l'espace rural, en fait, elle est assez récente dans notre pays. Alors,
ça, j'en viens à un point un peu délicat. Donc, vous voyez, première conséquence, les campagnes restent longtemps peuplées. Deuxième conséquence, les villes ne se développent pas, ou pas de la même manière, sur le modèle de la cité industrielle que dans les autres pays. Troisième conséquence, ce qu'on pourrait appeler la discrimination positive démocratique en faveur de l'espace rural. Alors, ne bondissez pas tout de suite, mais je m'explique. Rappelez-vous, en 1851, le neveu de Napoléon Ier, le futur Napoléon III, fait son coup d'État, renverse la République dont il était président, d'ailleurs c'était plus facile à renverser. Il fait un référendum, à l'époque on appelait ça un plébiscite, pour demander si les Français sont d'accord avec le rétablissement de l'Empire. Et on est dans une géographie électorale qui est à peu près la même que celle dont on parlera tout à l'heure. C'est-à-dire, les villes votent massivement contre le rétablissement de l'Empire et les campagnes votent massivement pour le rétablissement de l'Empire. Ce qui fait que, fort de cet enseignement, lorsque les républicains reviennent au pouvoir, à la faveur de la défaite de l'Empire, donc en 1871, ils se disent, si le régime veut durer, il doit garder et obtenir et garder la confiance des paysans et des agriculteurs. Et c'est là qu'intervient notre grand homme national, Gambetta, qui fait un discours d'un lyrisme, comme on savait faire à l'époque, et qui dit « il faut que les paysans chaussent les sabots de la République ». Alors, comment il fait pour faire ça? Deux choses, fondamentalement. Un, la création du ministère de l'Agriculture, qui, comme certains d'entre vous doivent le savoir, et comme moi j'en fais la douloureuse expérience en ce moment, est une espèce d'État dans l'État, puisque le ministère de l'Agriculture, c'est à la fois un lieu d'administration, un lieu d'éducation, un lieu de recherche, un lieu de régulation économique, un lieu d'aménagement, etc., etc. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous regardez le ministère de l'Agriculture, vous retrouvez toutes les fonctions des politiques publiques de l'État. C'est conçu, d'une certaine manière, pour être le ministère des agriculteurs, dans lequel ils vont trouver la totalité des services collectifs dont ils ont besoin. Et la deuxième chose, qui est tout à fait intéressante, c'est qu'à partir de 1870-1875, alors qu'elle avait évolué jusque-là, la carte communale se fige, n'évolue plus. Alors, je dis elle avait évolué jusque-là, c'est-à-dire qu'on voit quand même au cours du XIXe siècle, à mesure que les villes voient leur population augmenter, des absorptions par les communes urbaines de communes périphériques. À partir de 1870-75, ça n'existe plus. Et ce qui fait que, encore aujourd'hui, enfin, maintenant c'est vraiment en train de changer, mais jusqu'à une période récente, on avait la carte des paroisses de l'ancien régime, quasiment, qui était restée. Alors pourquoi ça? Eh bien, c'est ce qu'explique très bien Bertrand Hervieux. Il dit en fait, les républicains passent un pacte. Au moment de la loi communale de 1880, c'est très, il me semble que c'est très important cette loi-là, puisque la loi communale de 1880, en fait, c'est une loi qui confère une quasi-souveraineté à la commune. C'est la fameuse clause de compétence générale qui fait que la commune a, disons, le droit de s'occuper de la totalité des questions qui émergent sur son territoire. Donc c'est une façon de construire la commune comme un petit État, hein, avec une espèce de souveraineté sur son territoire. Et en fait, ce qu'explique Hervieux, c'est que, pour partie, cette loi-là, qui donne une grande force à la commune, c'est une loi qui protège les agriculteurs. En ce sens que ça garantit aux agriculteurs, propriétaires du sol, de ne pas se retrouver incorporés dans un système urbain dans lequel ils vont se retrouver ou risquent de se retrouver minoritaires. Et donc la fragmentation communale, toujours selon Hervieux, c'est la continuité de la politique républicaine, consistant d'une certaine manière à donner les clés de la terre, du sol, de l'espace, à ceux qui le travaillent. Parce qu'à l'époque, évidemment, dans la population rurale, les agriculteurs étaient majoritaires.
Donc c'est ça qu'on pourrait appeler une discrimination démocratique positive, qui donne d'une certaine manière plus de pouvoir à l'espace, enfin autant de pouvoir à l'espace qu'aux gens, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on le retrouve encore aujourd'hui. Alors j'ai mis cette carte-là parce que comme on est en plein débat sur la restructuration de la représentation nationale, avec cette idée que chaque député devrait représenter 115 000 habitants, ni plus ni moins, entre parenthèses, on ne sait pas très bien comment on va faire, mais enfin, pour montrer que on a encore aujourd'hui des traces assez importantes de cette discrimination positive démocratique. Évidemment, les départements les moins peuplés, ce qu'on appelle, on y reviendra, ce qu'on appelait autrefois de manière assez péjorative la diagonale du vide, là, je ne sais pas quoi. Bon, peut-être mis à part ça, eux ils sont mal lotis. Là, mais, vous voyez, ici, il faut donc moins de 100 000 habitants pour élire un député. Là, il faut, et chez vous c'est pareil, il faut plus de 120 ou plus de 130 000 habitants pour élire un député. Donc cette logique de permettre à cet espace moins dense que les espaces urbains d'avoir voix au chapitre conduit évidemment à une forme de distorsion qui n'est pas bien méchante, mais qui donne historiquement plus de poids politique à l'espace rural qu'à l'espace urbain. Alors ça, c'était le bon temps, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est un régime quand même qui a duré jusque dans les années 60-70. Après, évidemment, s'est passé ce que vous savez, c'est-à-dire que l'exode rural commence véritablement dans les années 50. Vous voyez, la population urbaine et la population rurale s'équilibrent en France en 1931, et puis on voit bien l'accélération de la population urbaine à partir de la Deuxième Guerre mondiale et la baisse, enfin qui n'est pas si forte que ça, vous voyez, qui reste tendancielle de la population rurale, avec d'ailleurs, on y reviendra, une légère remontée dans les dernières années. Bon, alors, je précise tout de suite, ces distinctions urbain-rural, là, elles sont fondées sur des catégories statistiques. Vous savez, hein, c'est des communes de moins de temps, plus de temps d'habitants. Ce qui fait qu'en réalité, on le verra tout à l'heure, c'est une catégorie qui est loin d'être homogène. Mais au-delà de cette diminution et de cette augmentation de la population urbaine, ce qui est tout à fait frappant, et ça vous le savez tous et toutes, c'est l'effondrement du nombre d'agriculteurs. Puisque aujourd'hui, on est à 1,7% de la population active et agricole, ce qui fait que, en tout cas c'est ma thèse qui est discutable, qui est que cette terre, via la commune, qu'on avait confiée à ceux qui la travaillaient, eh bien ceux qui la travaillaient ne sont plus là, d'une certaine façon. Ou en tout cas, il y en a beaucoup moins. Et ils ont été remplacés par toute une population qui n'est plus dans ce rapport agricole à l'espace rural. Et il me semble que, je crois que tout le monde peut être d'accord là-dessus, que c'est aussi une des sources, disons, de difficultés d'administration de l'espace rural, que d'être dans un espace qui a été historiquement taillé pour des gens qui habitent et qui travaillent sur place, et qui ont un rapport à la fois économique, patrimonial et politique au sol, face à une population qui aujourd'hui est dans une relation totalement différente, de plus en plus différente à l'espace qu'elle occupe, et dans une relation, enfin on y reviendra, qui n'est pas une relation permanente non plus. Donc effondrement du nombre d'agriculteurs, j'y reviens pas. Alors, ça c'est quelque chose de plus récent, si vous voulez. Donc on s'était habitué en France à avoir des villes un peu blanc-blanc. Peut-être pas Béziers qui dans l'entre-deux-guerres était une ville parmi les plus riches de France, paraît-il. Mais Montpellier, jusqu'à une certaine période, c'était une ville un peu blanc-blanc. Toulouse, moi je suis toulousain, franchement, Toulouse dans les années 70, mais moi j'ai adoré, hein, c'était ma jeunesse et tout ça, mais c'était vraiment... c'était mort de chez mort.
si vous voulez. Et donc on s'était habitué d'une certaine manière à des villes qui n'étaient pas véritablement leaders, qui dominaient pas véritablement leur territoire. Ce qui constituait d'ailleurs, vis-à-vis des aménageurs français, nationaux, la Datar, etc., un handicap de la France par rapport au reste de l'Europe, pour les raisons que j'ai dites précédemment, puisque le reste de l'Europe s'était doté de villes importantes, commandant leur territoire, dès le 19e siècle. Et donc c'était ça qui était considéré comme le bon modèle à atteindre, si vous voulez. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Sauf que ce phénomène est extrêmement récent en France, et très brutal du coup. Beaucoup plus brutal que ce qui s'est joué dans les autres pays où il a été quand même assez progressif. Alors, donc, ce n'est finalement que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années que les grandes villes ont commencé véritablement à prendre leur essor. Vous voyez, oui, c'est ça, Nantes dans les années 1980, c'était une ville industrielle sinistrée, fermeture des chantiers navals, etc. Ce n'est qu'à partir des années 90 que Nantes remonte la pente et aujourd'hui devient une des villes les plus attractives, même au niveau européen, etc. Toulouse, bien sûr, il y a l'industrie aéronautique, mais l'attractivité de Toulouse a été extraordinairement accélérée, là aussi, dans les années 90. Montpellier, on connaît l'histoire aussi. Donc tout ça, ce sont des histoires qui sont quand même assez récentes, hein, de prise on pourrait dire, l'efflorescence des villes, qui est quelque chose de relativement récent en France. Et ça a été accéléré à la faveur de la crise économique de 2008-2009. Là, vous avez une carte qu'on a faite avec un collègue économiste qui s'appelle Laurent Davzy, qui est la carte de la variation de l'emploi dans les aires urbaines, hein, pas sur l'ensemble du territoire, dans les aires urbaines, entre 2008 et 2014. Donc vous avez toutes les aires urbaines, hein, ce qui permet quand même de voir aussi ce qui se passe entre les très grandes villes. Bon, ben vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc quand c'est vert, c'est qu'il y a de l'emploi qui est créé, avec la taille qui est proportionnelle au nombre d'emplois, et quand c'est rouge, il y a de l'emploi qui est détruit. Et donc en fait, on voit deux choses sur cette carte-là. On voit d'une part qu'il ne suffit pas d'être une grande ville pour être dynamique et de dominer son territoire. Parce que vous voyez, bon, même Paris perd des emplois à cette époque. Toutes les villes là, du nord, de l'est de la France sont vraiment en difficulté. Par contre, vous voyez apparaître effectivement une espèce de croissant, comme ça, de Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, un peu Marseille, Aix et Lyon, Vallée du Rhône, qui est le club des gagnants, d'une certaine façon. Et ça, c'est un effet de la crise, c'est-à-dire que la crise a accéléré la recomposition industrielle qui est plutôt au nord de la France, et a favorisé le développement de ce qu'on appelle les nouvelles économies, plutôt numériques, plus abstraites, etc., qu'on retrouve dans ces territoires-là. Et effectivement, quand on regarde quels sont les emplois qui sont créés dans ces villes-là, dans les années 2008-2014, premier poste d'emploi, c'est numérique informatique, et deuxième poste d'emploi, allez-y, oui, plus précisément, restauration rapide. Oui, c'est un emploi métropolitain. Eh bien oui, parce que l'ingénieur informatique a besoin de restauration rapide pour refaire ses forces de travail à son poste de travail. Mais non, mais c'est vrai, hein, je plaisante pas. J'ai un collègue qui est d'ailleurs maintenant vice-président de la fac de Toulouse, en charge de la négociation d'installation des food trucks sur le camping de Toulouse. Alors, donc, premièrement, vous voyez, ce réveil relativement récent des grandes villes et cette espèce de radicalisation qui a eu lieu à la faveur de la crise économique de 2008-2009. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se réveille, alors par exemple en Occitanie, avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, c'est la carte des trajets domicile-travail entre les aires urbaines de la région. Donc on se réveille en Occitanie avec quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire des systèmes alors qui sont assez différents. Hein. Vous voyez, bon, ici on est dans un système qui est plutôt une espèce de conurbation de Nîmes à Perpignan, dans lequel Montpellier joue un rôle important, mais oui, Montpellier n'est pas dominant, n'est pas en situation écrasante, mais c'est bien ce ruban urbain, en fait, qui polarise une grande partie de l'activité de l'ex-région Languedoc-Roussillon. Et puis on a le système toulousain qui alors a un côté très caricatural, une espèce de soleil,
On a beaucoup discuté, ça c'est une carte qui est issue du SRADET, la démarche SRADET d'Occitanie. On a beaucoup discuté, on avait appelé ça l'étoile toulousaine, et puis en fait les gens autour ont dit non, il faut appeler ça les étoiles toulousaines. Bon, okay. Voilà. Et donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est maintenant très clairement installé dans un système qui est organisé à partir des grandes villes, en tout cas de quelques grandes villes. Et c'est vrai que par rapport à notre histoire, c'est d'une certaine manière difficile à avaler. C'est-à-dire que nous avons une histoire dans laquelle finalement l'espace rural a été pendant très longtemps autonome par rapport aux villes, dans une forme d'idéal de type vivre et travailler au pays. C'est-à-dire que le Larzac en a parlé, mais la Troisième République l'avait fait d'une certaine façon. Alors que finalement, dans les autres pays, soit on avait de l'espace rural interstitiel, soit très vite l'espace rural s'est retrouvé arraisonné par les villes. J'ai lu un très joli texte, je vais faire mon twist, dans les annales du Risorgimento italien, qui raconte comment est-ce que la province de Milan s'est industrialisée. Eh bien, les Gucci, tout ça, là, qui étaient en fait des grands propriétaires terriens, qui possédaient la terre autour de Milan, ont transformé leur métayer en sous-traitants industriels. Donc les campagnes, vous voyez, dans un cas comme ça, étaient depuis longtemps, d'une certaine façon, complètement entraînées dans l'orbite des villes. Ce qui n'était pas le cas en France. Et donc ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire un bouleversement de ce régime dans lequel, au fond, l'autonomie était une donnée extrêmement importante pour les ruraux, et en particulier pour les agriculteurs. Alors, oui, bon, ça je vais peut-être laisser, mais enfin, c'est quand même, c'est juste pour dire que dès lors qu'on a cet effet structurant de plus en plus fort, puissant des grandes villes, évidemment, ça vient complètement perturber un modèle rural, en tout cas l'idée de l'homogénéité d'un modèle rural. Et donc il y a eu plein de travaux de typologie des campagnes, où en gros ils distinguent, vous voyez, entre deux grandes catégories, les campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées, donc ce qu'on va retrouver ici, autour de Toulouse, le long du littoral méditerranéen, la vallée du Rhône, le Genevois français, et les campagnes vieilles et à très faible densité, et donc on va retrouver essentiellement les massifs, ici, et toute cette partie, qui est à la fois une partie du Massif central, mais qui est aussi la partie finalement la plus dépeuplée du territoire français. Donc en réalité, quand on dit les campagnes, on parle de choses qui sont extrêmement différentes. C'est pas du tout la même chose d'habiter, pour ceux qui connaissent, à Sainte-Gabelle, ou d'habiter qu'est-ce que je pourrais dire, allez, donnez-moi un nom en Corrèze. Donc Brive, ça fait 100 000 habitants, Brive. Oui, hein? Par exemple, voilà. ou l'Exos qui a un temps d'égarement. Voilà. Alors, donc, il me semble qu'une partie de cette tension politique, elle est liée à cette histoire longue. Et au fond, à cet éveil et cette efflorescence assez récente et assez brutale des grandes villes. Et alors, en même temps, ce qui est assez curieux, c'est que compte tenu de notre héritage, qui était quand même cet héritage d'égalité des territoires, dans lequel les régimes successifs, en tout cas les régimes républicains, ont fait quand même un gros effort d'équipement du territoire, eh bien, cet héritage a encore de beaux restes. Alors, je reviendrai sur cette carte-là plus tard, mais je vais vous montrer 2 ou 3 cartes. J'espère que j'ai encore un tout petit peu de temps, ça va. Alors, ça c'est un travail qui a été fait par la direction de la recherche du ministère de la Santé, donc la Grèce, où ils ont calculé, département par département, où est-ce qu'on prélève les cotisations et où est-ce qu'on les consomme. Vous voyez ? Bon, alors
il n'y a pas de surprise, mais c'est intéressant à voir. C'est-à-dire que on prélève les cotisations, quand vous regardez, en fait, c'est très largement les départements urbains, métropolitains, donc là c'est Strasbourg, ici, alors ça, oui, vous allez me dire c'est en pleine campagne. Non, c'est Reims. Donc là, ça cotise, si vous voulez. L'Île-de-France, heureusement d'ailleurs. Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier peut-être un peu moins, la vallée du Rhône, Nice. Donc ça c'est là où la Sécu va chercher l'argent, d'une certaine façon. Et où est-ce qu'elle le dépense? Eh bien, elle va le dépenser. Alors, ici, pourquoi? Parce que c'est un territoire dans lequel il y a énormément de retraités. Mais autrement, quand on regarde l'espace dans lequel c'est dépensé, ben, on est dans la diagonale du vide. Alors, essentiellement, là aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, etc. Mais on voit bien qu'on est dans un système, alors là aussi je caricature, hein, mais notre système de sécurité sociale est un système qui organise de manière implicite de la redistribution des départements plutôt urbains vers les départements plutôt ruraux ou littoraux. En tout cas, là où il y a des personnes âgées. Et donc, ce n'est pas du tout une volonté explicite de l'aménageur du territoire. C'est un effet de la localisation des populations qui fait que du coup, il y a des transferts invisibles entre ces différents types d'espaces. Alors, je vous donne un autre exemple. Donc ça, c'est des cartes qui sont tirées de l'Observatoire des territoires. Donc ça, c'est les dépenses scolaires par élève du primaire et les dotations de l'État. Alors, c'est oublié premier degré, hein, c'est les dotations de l'État, toutes dotations confondues en euros par habitant. Ben, c'est quand même frappant, si vous voulez, de voir qu'on a à peu près la même géographie, là aussi, hein, à des nuances près, c'est-à-dire que, fondamentalement, au jeu de l'échange entre territoires, c'est quand même plutôt les territoires de faible densité qui sont gagnants, en tout cas à cette échelle-là. Après, il faut regarder plus précisément ce qui se passe commune par commune, intercommunalité par intercommunalité, etc. Avec donc un effet de redistributif, là encore, qui ne procède pas du tout d'une volonté aménagiste du territoire, qui est lié simplement à toute une série de mécanismes de péréquation, qui fait que le rural bénéficie encore, je dis bien encore, peut-être pas pour longtemps, hein, c'est possible, de ce régime relativement avantageux. Je donne juste un exemple. Vous avez, pour 1000 élèves en Lozère, 98 enseignants. Et pour 1000 élèves dans les Hauts-de-Seine, 55 enseignants. On ne dirait pas, hein, on ne dirait pas. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la Lozère étant beaucoup moins dense que les Hauts-de-Seine, vous avez besoin de beaucoup plus d'enseignants pour atteindre la population, et même si c'est insatisfaisant. Alors que, inversement, la densité des Hauts-de-Seine fait que vous avez besoin, finalement, paradoxalement, de moins de personnel pour administrer les Hauts-de-Seine. Ce qui fait qu'on nous dit, oui, c'est vrai, Paris concentre tous les fonctionnaires, etc. Mais en fait, non. Quand on ramène ça au nombre d'habitants, on se rend compte que, encore aujourd'hui, je sais que vous allez me sauter dessus, m'égorger, hein, mais encore aujourd'hui, les départements, je parle bien des départements, hein, les départements ruraux de faible densité sont mieux dotés que les départements urbains en présence de fonctionnaires d'État. Je vous ferai la carte des agents hospitaliers pour 1000 habitants, c'est la même carte. Il faut me croire. Hein. J'avais été invité une fois dans Lyon, justement autour de ces questions-là. Et effectivement, Lyon, c'est un département qui va pas bien, qui se dépeuple, contrairement à ce qui se passe ici quand même, où les entreprises ferment. On a l'impression qu'à chaque village, à chaque chef de canton, la gendarmerie disparaît, la perception disparaît, la maternité disparaît, etc. Et j'ai regardé, alors effectivement, il y a une compression de la géographie des services publics, ça c'est clair. Mais en termes de nombre de fonctionnaires par habitant, de nombre d'agents hospitaliers par habitant, Lyon est mieux doté que Paris. Paris a un déficit chronique, hein, enfin l'Île-de-France a un déficit chronique de 8000 infirmières qui ont disparu au moment de la RTT et qu'on n'arrive plus à retrouver.
Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, pardon, excusez-moi. La deuxième chose, je vais revenir en arrière un tout petit peu. Eh bien, c'est que quand on regarde l'évolution du revenu, alors ça c'est une carte qui est relativement ancienne, hein, on est entre 2002 et 2007, mais en tout cas, à cette période-là, en gros, quand c'est rouge, c'est que ça augmente vite, quand c'est rose, c'est que ça augmente moins vite, mais plus vite que la moyenne, quand c'est blanc, ça diminue, et quand c'est gris, ça diminue, et quand c'est gris, ça stagne, moins rapide, voilà. Et là, niveau inférieur à celui de la France métropolitaine. Mais quand vous regardez globalement cette carte-là, vous vous rendez compte que, en fait, en France, ce qui gagne beaucoup, ce sont les couronnes périurbaines. Vous voyez, ça c'est autour de Lyon. Là, c'est autour de je sais pas quoi, ça c'est Montpellier ou Nîmes, ça? À cette distance-là, j'ai du mal à les distinguer. Autour de Toulouse. Oui, pardon. Autour de Toulouse, de Bordeaux, etc. Donc, les territoires qui s'enrichissent le plus et le plus vite, ce sont les couronnes périurbaines. Vous voyez que le cœur des agglos, le cœur des agglos est plutôt dans une situation inférieure à la moyenne. Alors pourquoi? Parce que souvent, c'est dans le cœur des agglos que vous allez retrouver les grands quartiers de logements sociaux qui logent des populations relativement précaires, tandis que là, on voit partir en fait les ménages d'actifs avec enfants, mais que l'espace rural, eh ben, il ne décroche pas. En tout cas, dans les années, en termes de revenus, dans les années 2000-2007. Alors, il ne décroche pas, en partie, je crois que c'est Laurent Navy qui a montré ça, grâce à la progression des pensions de retraite. Et au fait que dans les années 2000-2010, alors peut-être que ça va changer maintenant, mais dans les années 2000-2010 ont été plutôt favorables aux retraités, puisque ce sont des retraités de la période heureuse, d'une certaine manière, qui prennent leur retraite, avec des bonnes retraites, avec encore finalement une indexation relativement correcte de la retraite sur le niveau de vie, moins de restrictions, moins de répression, etc. Alors moi je me suis rendu compte que je suis juste... Voilà, je suis né juste un an trop tard, et donc je n'aurai pas le plaisir d'aller enrichir les campagnes. Voilà. Donc, ça c'était mon deuxième point, c'est-à-dire au fond, on a vraiment un changement de régime urbain-rural, une inversion d'une certaine manière historique politique. Néanmoins, il reste des traces de ce système dans lequel le rural était plutôt bien entretenu d'une certaine manière par les différents mécanismes de redistribution qui se traduisent dans le revenu. Et pourtant, ça ne va pas. Alors, ça ne va pas pourquoi? Parce que c'est l'exemple de la Lozère. On a beau vous expliquer que l'État fait un effort considérable en mettant proportionnellement deux fois plus d'enseignants dans les Hauts-de-Seine, en réalité, vous ne le voyez pas. Ce que vous voyez, c'est des regroupements de classes, ce que vous voyez, c'est éventuellement des écoles qui ferment, ce que vous voyez, c'est là aussi une recomposition de la carte. Et il y a un certain nombre de choses qui sont, là pour le coup, j'ai découvert ça, mais j'ai compris quelque chose. Là, ça, c'est la carte de... donc c'est des cartes isochrones, vous voyez ce que c'est à peu près. Donc c'est la distance temps, le temps qu'il faut pour parcourir les distances entre les différents points. Donc ça, c'est la distance en 1914, l'époque où nous avons un réseau de chemin de fer hyper maillé. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit un territoire qui est égalitaire dans sa distribution des connexions. Et ça, c'est l'effet TGV. Et là, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est effectivement un incroyable rapprochement de toutes ces périphéries, parce que c'est dans les périphéries qu'on va retrouver les grandes villes, et de fait, un éloignement du centre, de l'espace le moins peuplé, du cœur du système, qui est en même temps celui que j'ai montré tout à l'heure, qui reçoit aujourd'hui le plus d'argent public par tête, mais qui, bon, on voit bien, dans la logique finalement de croissance et de développement métropolitain, se retrouve dans une situation considérée comme inégalitaire par rapport à une situation historique dans laquelle on était plutôt dans une logique égalitaire, c'est-à-dire où finalement les
grandes villes ne jouaient pas un rôle aussi important que ça. Comme quoi, vous voyez, quelque chose qui peut être considéré comme un progrès collectif peut avoir des effets ségrégatifs et des effets discriminants extrêmement puissants. Autre exemple, et vous les connaissez tous, c'est l'accessibilité aux services collectifs. Donc ça, c'est la part... c'est un service collectif. Vous avez appelé les pompiers, c'est ça? L'accessibilité aux services collectifs, donc ça c'est la part des personnes qui ont accès à un service collectif en moins de 15 minutes, enfin au panier de base, hein, en moins de 15 minutes. Donc là on va retrouver exactement le même espace rural. Ça c'est la part de la surface couverte, pardon, j'ai manqué de la surface couverte en 4G. Bon, je trouve que c'est assez optimiste d'ailleurs. Enfin bref. Ce qui veut dire que, pourquoi est-ce que je montre ça? C'est qu'on a beau vous expliquer que statistiquement on dépense plus par habitant dans les zones peu denses, mais de toute façon, même si je suis très content d'apprendre que l'État a dépensé plus par tête d'habitant quand je suis là, je me rends compte que je n'ai pas accès aux services collectifs dans un temps satisfaisant et que je suis mal couvert par la téléphonie mobile et que, en plus, je suis à l'écart des grands systèmes de liaison. Donc ce qui montre en fait que les inégalités, c'est quelque chose qui est vraiment relatif en fait. C'est pas les inégalités absolues, c'est effectivement relativement à la manière dont les grandes villes se développent, du fait de leur densité, du fait de leur dynamisme, et bien ces espaces de plus faible densité peuvent avoir le sentiment, effectivement, d'être collectivement relégués et délaissés, alors que du point de vue, encore une fois, je le répète, du budget de l'État, ils sont plutôt encore aujourd'hui favorisés. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ça va, vous ne te sautez pas encore à la gorge. Alors, on va voir. Et du coup, c'est presque contraire à ce que je disais au début. Je me suis dit, bon, voilà, pourquoi c'est pas un débat en Europe et pourquoi c'est un débat en France, le rapport à la rural? Et bien en fait, c'est pas si vrai que ça, parce que quand on regarde les dernières élections dans les pays voisins, il se trouve que j'ai la carte d'Autriche, parce que c'est une collègue qui me l'a fournie. Donc ça, ce sont les élections présidentielles. Alors, donc c'est une carte, là, c'est plus en isochrone, c'est en anamorphose, c'est-à-dire les territoires sont déformés en fonction de leur population. Donc ici, c'est les... je ne sais plus si c'est les communes ou les cantons en France. En Angleterre, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils prennent comme unité de base, et là, ça doit être les communes. Donc ça, c'est l'Autriche. Les résultats des élections présidentielles de 2016, vous savez, qui opposaient un vieil écolo à un jeune d'extrême droite. Et donc là, en fait, là vous avez Vienne, là vous avez Graz, là vous avez Salzbourg, Innsbruck, etc. Et autour, c'est les campagnes. Donc quand ça vote vert, ça vote vieil écolo, si je peux dire. Et quand ça vote bleu, ça vote jeune extrême droite. Et bon, et on voit une géographie incroyablement nette qui oppose un vote urbain à un vote interstitiel, mais interstitiel du point de vue des populations, mais extrêmement important du point de vue de l'espace, qui est un vote rural. Vous regardez le Brexit, le vote pour le Brexit au Royaume-Uni, on a dit que c'était Londres contre le reste du territoire. En fait, pas tout à fait. Quand c'est jaune, ça vote oui au Brexit. Quand c'est bleu, après c'est des degrés d'intensité. Hein. Quand c'est bleu, ça vote non au Brexit. On voit très très bien que les grandes villes, Liverpool, Manchester, ça je sais plus ce que c'est. Liverpool, Manchester, pardon, excusez-moi. Je suis géographe français. L'Écosse a voté contre, mais quand on regarde juste la géographie de l'Angleterre, on voit bien que là aussi, ce sont les grandes villes qui votent pour le maintien dans l'Union européenne et les espaces ruraux. Ah, j'ai dit le contraire. Ah oui, d'accord. Bon, c'est bien, vous suivez. Bon, et voilà, ça c'est les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France, où on voit finalement une géographie qui est à peu près la même. Donc il y a un malaise rural. Alors, un malaise rural, disons, je ne sais pas si on peut considérer que le vote
et la traduction de malaise. Enfin, je veux dire, les gens qui votent Macron, ils ne sont pas forcément plus heureux que les gens qui votent Marine Le Pen. Enfin, c'est traduit en général comme l'expression de malaise. Enfin, on ne va pas épiloguer là-dessus parce que je pense qu'on n'y arriverait pas à résoudre la question. Mais en tout cas, disons que clairement, il y a des comportements qui s'écartent, voilà, des comportements politiques qui s'écartent entre les espaces ruraux et les espaces urbains. Et donc ça, c'est un phénomène quasiment européen, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu, je crois que c'est en 2015, un référendum en Suisse, une votation, comme ils disent, pour ou contre les migrants, et globalement, ça a été pareil, c'est-à-dire un vote plutôt pour les migrants dans les villes, enfin plutôt les villes d'ailleurs francophones, et un vote contre plutôt dans les campagnes, et plutôt dans les campagnes germanophones d'ailleurs. Donc, comme on dit, Houston, we have a problem. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de s'en sortir? J'en termine par là. Je ne dis pas que c'est une façon de s'en sortir, mais peut-être essayer d'avoir une autre lecture de ce qui se passe. Et au fond, sortir d'une lecture en catégorie un peu stricte pour passer à des lectures de grands ensembles régionaux. Et donc je voudrais juste terminer en vous montrant deux diapos qui sont issus d'un travail qu'a fait le Commissariat général à l'égalité du territoire, où ils ont étudié toute une série de dynamiques territoriales qui montrent que finalement la distinction urbain-rural, elle est extraordinairement variable selon l'espace régional dans lequel se situent les campagnes et se situent les villes. Alors, du coup, il propose une lecture, vous voyez, en trois grands ensembles. L'espace de la région parisienne, dans lequel, en fait, la distinction urbain-rural ne se pose pas, même s'il y a des communes de la grande couronne francilienne qui se mettent en rural. Bon, il faut voir. Enfin, je crois que la surface agricole utile de l'Île-de-France, c'est dérisoire. Je pense que c'est quelque chose comme, enfin, je sais plus, c'est 30 000 hectares, un truc comme ça, c'est pas. Un espace central qui inclut donc le nord-est de la France, le centre et la Normandie, qui est en gros l'espace ex-industriel en perpétuelle reconversion, et le cœur très rural avec des très très basses densités, où là, vous voyez, dans certains endroits, le plateau de Millevaches par exemple, on est à moins de 10 habitants au kilomètre carré. Bon, ici on a le Larzac qui est pas très peuplé non plus, il faut bien le dire. Et puis, donc cette espèce de couronne, qui est la couronne en fait des grandes villes. Alors c'est intéressant, pourquoi est-ce que les grandes villes sont en périphérie en France? Et elles sont autour du royaume. Hein. Il y a très peu de grandes villes. En fait, c'est essentiellement parce que pour être une grande ville, il vaut mieux être loin de Paris. Parce que c'est là où on peut maîtriser un territoire. Donc on a un système urbain périphérique en France. Contrairement à l'Italie, l'Angleterre ou l'Allemagne, où on a un système urbain qui est beaucoup plus maillé. Et avec donc une logique de présence territoriale des villes beaucoup plus équilibrée. Donc, et puis, bon, le quatrième système, c'est le système des données. Donc, il nous propose de regarder à partir de ça. Et c'est vrai que quand on regarde, parce que les dynamiques démographiques, globalement, effectivement, ça marche bien. Quand on regarde, alors là, ils ont fait un cumul d'indicateurs sur les grandes villes, les petites villes et les villes moyennes. Et on voit très très bien que être une ville moyenne dans l'ex-Languedoc-Roussillon, c'est pas du tout la même chose qu'être une ville moyenne dans les Ardennes ou au fin fond de la Bourgogne, etc., etc. Donc ici, vous voyez, on a plutôt un chapelet de villes autour des métropoles, de villes moyennes et de petites villes, qui se portent plutôt bien. Vous parliez de Brive, qui est-ce qui parlait de Brive tout à l'heure? Brive est une ville qui se porte super bien, qui est positionnée sur un double axe nord-sud, est-ouest, Bordeaux-Lyon, Paris-Toulouse, et donc qui est devenue une espèce de nœud logistique. On dirait que c'est pas forcément... Vu du CIE, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes d'aménagement du territoire, mais enfin bon, pour la ville, c'est quand même pas mal. Et donc vous voyez bien que là, on a des systèmes urbains qui se portent bien, et que là, plutôt globalement, on a des systèmes urbains qui se portent mal. Quand on regarde maintenant du point de vue de l'emploi, c'est pareil.
On a bien ces trois francs, c'est-à-dire avec un espace francilien qui reste encore très actif, cet espace-là qui n'arrête pas de perdre des emplois, en tout cas de 2009 à 2014, et cet espace-là qui est plutôt l'espace dynamique, bon, évidemment avec des trous, hein, mais qui est plutôt l'espace dynamique en termes d'emploi. Et enfin, quand on regarde en termes de croissance économique, ben vous avez ces régions du Nord qui ont des croissances économiques nulles entre 2000 et 2014, c'est-à-dire le PIB ne bouge pas. La région Île-de-France qui continue de croître et ce croissant fertile qui est là où se fait la croissance économique. Donc je termine juste ce topo qui a déjà été trop long en disant que peut-être, au-delà de cette lecture un peu binaire, ville-campagne, qui est aussi notre patrimoine, qui est aussi notre histoire, peut-être que maintenant, il faut qu'on s'habitue à raisonner en grandes plaques, en grands espaces régionaux. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de chaque espace régional, il ne peut pas y avoir de tension ou de relations spécifiques entre les espaces urbains et les espaces ruraux, et que la question ville-campagne, elle doit être sans doute retraduite à la lumière, alors c'est peut-être pas forcément la bonne lecture, mais en tout cas à la lumière d'une lecture beaucoup plus macro, beaucoup plus régionale. Et je termine avec cette petite carte que vous avez tous vue, qui reprend en fait la carte des trajets domicile-travail que je montais tout à l'heure à propos de l'Occitanie. C'est de se dire, bon, et on le sait bien, tout le monde le sait bien, il faut s'habituer à vivre en système, il faut s'habituer à vivre en interdépendance. Alors, après, on peut discuter aussi de la valeur de tout ce qui est discuté aujourd'hui sur les alliances de territoire, les contrats de réciprocité, etc., etc. Il est clair que ce qui fait sens aujourd'hui, c'est beaucoup moins la catégorie que le système dans lequel vous êtes inscrit. C'est-à-dire que quand vous êtes inscrit dans les Étoiles toulousaines, vous ne pensez pas votre avenir de la même façon que quand vous êtes inscrit dans la conurbation littorale méditerranéenne. Mais dans les deux cas, vous êtes obligé de penser votre avenir dans cet espace-là, et pas uniquement dans la catégorie urbain-rural. Voilà, j'ai été trop long, je vous remercie beaucoup de votre attention.